Le dîner de Noël était censé être mes premières vraies vacances en famille depuis des années. Un moment que j'avais imaginé 1000 fois, allongé dans mon lit d'hôpital, passant des nuits interminables à lutter contre la douleur et les souvenirs de champs de bataille lointains. J'imaginais la douce lueur des bougies se reflétant sur l'argenterie polie, la chaleur des rires résonnant dans les couloirs familiers, et le sentiment d'appartenance que seule la famille peut offrir. Je portais le pull vert olive que Mera avait choisi quelques semaines plus tôt. Celui au subtil motif flocon de neige, comme s'il avait été tissé par son amour. Il était bien ajusté, ses fibres de laine effleurant ma peau cicatrisée comme un doux rappel que quelqu'un se souciait de moi. Mon dos protestait à chaque respiration, une douleur sourde me parcourant l'échine. Mais je maintenais ma posture avec un effort mesuré, car je voulais que cette nuit soit parfaite. Je voulais être à ma place. Je suis entré dans la salle à manger au bras de Mira, son autre main effleurant mon coude comme pour me stabiliser. Ses parents étaient assis en bout de table, sa mère, Hélène, vêtue d'une robe rouge cramoisie qui me rappelait les fêtes de Noël de mon enfance, et son père, Gérald, en gilet et cravate anthracite, le visage posé, signe d'un accueil poli. À ma gauche, le frère de Mira, s'adossait à sa chaise avec ce sourire narquois qu'il réservait aux réunions de famille, me toisant sans cesse, me rappelant sans cesse que je n'avais jamais vraiment mérité ma place ici. Et derrière eux, ses cousins, tantes et oncles occupaient les sièges restants, leur pull festif et leur esprit de fête flottant dans l'air comme du buis. Je n'osais pas m'approcher. Mon cœur battait la chamade lorsque nous nous installâmes. La table était un chef-d'œuvre de tradition culinaire. Dinde rôtie luisante sous un glaçage au miel, purée de pommes de terre fouettées à la perfection, haricots verts parsemés d'amandes grillées, et tarte aux pommes, aux noix de pécan et à la citrouille, attendant patiemment leur entrée triomphale. Le parfum de cannelle, de clous de girofle et d'herbes grillées m'enveloppa, réveillant des souvenirs de rire et de chaleur que je craignais d'avoir perdus à jamais. Mera m'adressa un sourire radieux, les yeux brillants de fierté, et je crus y voir la tendre affection qui m'avait attiré vers elle. Peut-être que ce soir serait différent. Peut-être que ce soir, je retrouverais le monde pour lequel j'avais tant sacrifié. Au moment où Gérald leva son verre, le silence se fit. Les verres tintèrent les uns contre les autres, dans une brève anticipation, et je me redressai, prête à porter le toast qui me souhaiterait la bienvenue. À Liam, commença-t-il d'une voix chaleureuse et vibrante pour son courage, son service et son retour sain et sauf. Le soulagement m'envahit, le monde basculant sur son axe. Mes yeux s'humidifièrent en levant mon verre pour croiser son regard. Je caressai le bord de mes doigts tremblants, savourai la douce acidité du punch au canneberge et me tournai vers Mera pour lui adresser un sourire qui disait « Tout, je suis à la maison. Je suis en sécurité. Je suis aimé. » Mais Mera ne sourit pas. Au lieu de cela, elle se leva brusquement, ses assiettes claquant sur la table. Elle s'éclaircit la gorge, et dans le silence qui suivit, je sentis une froideur m'envahir. Sa voix était ferme, presque clinique, comme si elle lisait une déclaration qu'elle avait répétée. Je veux dire quelque chose. Mon estomac se serra et je baissai mon verre, le punch en craquant les bords. Cette année a été. Ses mots vacillèrent. Elle me regarda et je cherchai dans son expression de la compassion, de la chaleur. Il n'y en avait pas. Juste une résolution glaciale. Ce que j'ai besoin de dire, c'est que tu es un fardeau, Liam. Un fardeau pour cette famille et pour moi. Ces mots me frappèrent comme un coup à la poitrine, me coupant l'air. Je la fixai, incapable de comprendre comment une personne que j'aimais pouvait porter une telle accusation devant tout ce que j'avais défendu au péril de ma vie. La pièce se figea, les fourchettes flottaient au-dessus des assiettes, les bouches s'ouvrirent sous le choc, et la lumière des bougies vacillait comme si les flammes elles-mêmes reculaient devant sa cruauté. Mon souffle se bloqua. J'aurais voulu argumenter, me défendre, crier que j'étais blessé en sauvant des vies, que j'avais tout sacrifié pour qu'elle et sa famille puissent vivre sans peur. Mais aucun mot ne parvint à se former. Je baissai la tête, la panique me lancinant aux tempes. Des larmes me montèrent aux joues, mais je les refoulai, refusant de lui donner la satisfaction de ma douleur. Ma prise se resserra autour de la nappe de velours, et je sentis mes jointures blanchir. Le père de Mira leva son verre de vin, but une longue gorgée, comme s'il n'avait pas été témoin d'une trahison plus cruelle que n'importe quelle balle. Son frère se pencha en avant, les lèvres pincées dans une plaisanterie privée qui ne m'incluait pas. Personne ne bougea. Personne ne tendit la main. J'étais l'étranger, l'intrus, la blessure vive qu'il préférait ignorer plutôt que guérir. J'avais envie de fuir, de disparaître dans la nuit et de ne jamais me retourner.
J'aurais voulu leur crier que la famille n'est pas seulement liée par le sang ou les célébrations communes, mais aussi par la loyauté, l'amour, l'unité quand le monde tourne le dos. Mais ces mots me sont restés gravés dans la poitrine comme du fer gelé. Au lieu de cela, je me suis forcé à me lever, lissant les plis de mon pull tandis que mon cœur se dénouait. J'ai regardé Mera, qui me fixait d'un regard indéchiffrable, et j'ai réalisé que la personne que j'avais épousée était devenue une étrangère. À cet instant, j'ai eu la certitude de ne plus faire partie de la famille. Je n'étais qu'un problème à éliminer. J'ai repris mon sang-froid et j'ai repris mon verre une dernière fois, le levant au ciel. À de nouveaux commencements, ai-je dit doucement, d'une voix ferme, malgré un tremblement dans la poitrine. L'ironie avait un goût amer sur ma langue. J'ai reposé le verre avec un léger tintement et me suis glissé de table sans un mot. Je sentais tous les regards braqués sur moi tandis que je passais devant les visages stupéfaits, devant les assiettes intactes, dans l'illusion brisée du foyer. Je traversais la pièce, enfilais mon manteau sur mes épaules et me glissais dehors dans la nuit froide. Des flocons de neige tombaient tandis que je me tenais sur le porche, le vent mordant le tissu de mon pull. Je contemplais la douce lueur de la fenêtre, les rires et la lumière qui appartenaient à une famille que je n'avais plus. Je remontais le col de mon manteau jusqu'à mon menton et laissais la neige se déposer sur mes cheveux et mes épaules. La douleur dans mon dos palpitait en harmonie avec la douleur dans mon cœur. Mais à cet instant, je compris quelque chose d'essentiel. Le chemin parcouru, les sacrifices, les blessures, les pertes n'avaient pas été pour cela. Ma valeur ne se définissait pas par les fardeaux que je portais pour les autres, mais par l'homme que j'avais choisi d'être. Sans un regard de plus, je quittai le porche et m'enfonçai dans la nuit, laissant derrière moi une maison qui avait été une prison d'attente et de jugement cruel. La porte se referma doucement derrière moi et je respira l'air frais de l'hiver. Goûtant à la liberté pour la première fois depuis des années, je n'étais plus leur fardeau. J'étais libre de trouver la famille qui me chérirait, malgré mes cicatrices. Et, d'une certaine manière, j'y croyais. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement glissé mon assiette et me suis levé de table, en veillant à bouger le moins possible, même si chaque pas me causait une secousse dans le dos. Mera a levé les yeux de son téléphone sans surprise, l'air aussi vide que l'accusation qu'elle venait de porter. Ses parents se sont détournés, les yeux fixés sur la dinde intacte. 3 a ricané dans sa barbe. J'ai attrapé mon manteau accroché près de la porte, mes doigts effleurant la laine grossière comme une bouée de sauvetage. D'un geste fluide, j'ai ramassé mon sac de voyage, sa bandoulière rugueuse contre ma main calleuse, et je suis parti sans un regard en arrière. Dehors, l'air de décembre transperçait mon pull et pressait contre la fine chemise d'hôpital que j'avais insisté pour porter. La neige tombait en spirale paresseuse, dérivant sur mes cheveux et mes épaules, fondant sur ma peau avec une brûlure froide. Mon souffle restait suspendu devant moi comme de la fumée. Je n'avais aucune destination en tête, seulement l'envie de quitter cette maison et ses promesses creuses. J'ai hélé un taxi, les doigts tremblants, mais tous les taxis du quartier étaient occupés. Alors, j'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus à la sortie de la ville, où le néon annonçait « La navette du centre-ville » d'une lueur rouge constante. Le chauffeur, un homme corpulent à la barbe grisonnante et aux yeux fatigués, m'a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur tandis que je montais à bord. J'ai fait un bref signe de tête, qu'il m'a rendu d'un grognement. J'ai choisi un siège au fond, m'installant délicatement sur un vinyle, une main pressée contre le bas de mon dos, l'autre serrant mon sac. D'autres passagers m'ont rejoint. Une femme au manteau en lambeaux, un adolescent avec des écouteurs, un homme âgé serrant un roman de poche. Personne ne m'a jeté un regard. Personne n'a posé de questions. J'appréciais l'anonymat, le sentiment d'être invisible. Tandis que le bus démarrait, son moteur grondant sous moi, j'ai appuyé mon front contre la vitre froide et regardé les rues s'éloigner. Les lumières du quartier se fondaient en traînées dorées et blanches, et je sentais ma poitrine se serrer. Je me demandais combien de temps durerait le trajet, jusqu'où je pourrais m'échapper avant que les kilomètres ne s'épuisent. Mon corps me faisait mal, mais plus que cela, mon cœur se serrait sous le coup de la trahison. Le poids de 10 ans de service, d'épreuves endurées et de blessures accumulées, semblait s'effondrer en cet instant unique sur le porche. Un avis d'expulsion servit comme un toast de Noël. Je fermai les yeux, essayant de retrouver le calme que j'avais conservé malgré les fusillades et les explosions d'engins explosifs improvisés. Mais cette douleur était différente. Une brûlure acide qui rongeait tout souvenir de but auquel je m'étais accroché. Je m'imaginais allongé sur un lit de camp dans un avant-poste du désert, sous le soleil brûlant, sous les balles sifflant, et me sentant plus vivant qu'à présent. Au moins,
là-bas, j'avais une mission. Ici, je sentais une dérive. Le bus continuait à gronder, le chauffage sifflant, emplissant l'habitacle d'une odeur d'essence et de vieux revêtements. J'ai ouvert mon sac et récupéré le petit carnet que j'avais emporté avec moi à chaque déploiement. À l'intérieur, j'avais fait défiler des lettres que je n'avais jamais envoyées à mes parents, à mes frères et sœurs, à Mera, avant notre mariage, avant même d'imaginer qu'elle se retournerait contre moi. J'ai ouvert une page blanche et griffonné une ligne. Je dois rentrer. Je n'avais pas appelé ma mère. Je ne voulais pas gâcher son Noël. Elle m'attendrait le mois prochain, le jour anniversaire de ma libération, fraîchement débarqué, avec cérémonie et logement. Au lieu de cela, j'ai laissé le bus m'emmener vers le sud, en direction de la périphérie, où les lampadaires s'éteignaient et les bâtiments cédaient la place à des champs vides. Les fenêtres ne révélaient que l'obscurité, troublée seulement par quelques fermes ou des panneaux clignotants annonçant des restaurants ouverts 24h24. Le temps perdu, le sens est que le bus a filé à toute vitesse. Mes articulations me faisaient mal à chaque fois que nous abordions un nid de poule, mais la douleur me maintenait ancré, me ramenant à la réalité. Je pensais à la ferme de ma mère et à Birch Hollow, à sa véranda affaissée, au parfum de savon à la lavande et de tartes fraîches qui flottaient dans les couloirs. Je l'imaginais debout à la porte, dans sa robe de chambre en flanelle usée, les cheveux tirés en arrière en un chignon lâche, les yeux écarquillés d'inquiétude et de soulagement à la fois. Je sentais presque ses bras m'entourer, son murmure tremblant d'émotion. Je savais qu'elle ferait ça. Ma gorge se serra à ce souvenir. Non pas qu'elle me souhaitât du mal, mais qu'elle s'attendait à cette trahison. Et dans sa certitude, je trouvais à la fois tristesse et réconfort. Chagrin pour la famille que j'avais perdue. Réconfort dans la certitude que quelqu'un croyait encore en moi. J'appuyais ma main contre la vitre, le bout des doigts frais contre la vitre comme si je pouvais la toucher. Le bus ralentit à l'approche d'une station faiblement éclairée, Birch Hollow, dont le quai solitaire était vide, à l'exception d'une lampe vacillante. Je me redressai et m'appuyai contre le poteau oscillant, prêt à descendre. Mon sac me semblait plus lourd, comme chargé d'espoir et de peur à la fois. Le chauffeur n'annonça pas l'arrêt. Il n'en avait pas besoin. Je le remerciai doucement et montai sur le quai, les planches de bois craquant sous mes bottes. La nuit était calme. La neige recouvrait le sol d'un doux silence, et le ciel était une toile noire parsemée d'étoiles lointaines. Je pris une profonde inspiration, l'air froid emplissant mes poumons d'une clarté vive. Devant moi, un chemin de terre serpentait à travers champs vers un groupe de fenêtres tamisées. Au-delà, je savais que se trouvait la ferme où m'attendait ma vraie maison. Jetant un dernier regard au bus vide, je hissai mon sac sur mon épaule et commençai ma marche. Chaque pas crissait dans la neige poudreuse, chaque souffle formant un nuage à la lumière de la lanterne. Mon dos hurlait de protestation, mais j'accueillais la douleur avec joie. Elle me rappelait que j'étais en vie, que j'avais encore un avenir à construire. Cette nuit-là, je n'avais pas simplement quitté une maison. J'ai marché vers une vérité que j'avais longtemps négligée. J'emportais avec moi mes cicatrices, mes trahisons et mes espoirs de rédemption. La route était silencieuse, mais dans sa solitude, j'ai entendu un nouveau départ. La promesse qu'en arrivant chez ma mère, je trouverais plus qu'un abri. Je trouverais une famille renouvelée par l'honnêteté, l'amour et le lien indéfectible du foyer. Ainsi, j'ai avancé dans le silence de la nuit hivernale de Birch Hollow. Chaque pas témoignait de la détermination d'un homme déterminé à reconstruire. Je m'appelle Liam Rhodes et j'ai passé 3 missions à l'étranger, convaincu que le sacrifice m'apporterait honneur et gratitude. Je me suis engagé dès la fin du lycée, poussé par le besoin d'appartenir à quelque chose de plus grand que moi, pour servir un but volé par la camaraderie de l'uniforme. Chaque déploiement m'a martelé une vérité simple, la survie dépendait de la confiance, de la loyauté et de la certitude que ses frères et sœurs d'armes ne faibliraient jamais. J'ai viré chaque dollar supplémentaire gagné chez moi. Parfois, j'envoyais des chèques à ma propre famille, parfois à Myers lorsqu'elle me confiait que ses parents croulaient sous les factures médicales ou que son frère était de nouveau derrière les barreaux. Au début, j'avais gardé ces transferts secrets, refusant les félicitations ni les remerciements. Savoir que j'avais apaisé ses inquiétudes suffisait, même si je n'avais jamais vu le soulagement dans ses yeux. À mon retour de ma dernière mission, je portais chaque bleu et chaque cicatrice métallique, invisiblement épinglée sous ma peau. Mon dos me lançait encore, mes genoux fléchissaient à des angles étranges, et des cauchemars me poursuivaient dans mon sommeil, me ramenant à la chaleur du désert et au crépitement des armes à feu. Et pourtant, je croyais que rentrer à la maison me redonnerait tout. Mon alliance était lourde de promesses,
et je m'accrochais à l'idée que l'amour pouvait apaiser des blessures que les balles n'avaient jamais touchées. J'imaginais Mera m'accueillir à bras ouverts, les yeux brillants de soulagement, et ensemble, nous entrerions dans un avenir marqué par l'espoir plutôt que par les épreuves. Mais Mera n'a jamais compris ce que signifie servir. Pour elle, les marques de bronzage sur ma peau et le claquement de mon portail étaient des rappels gênants d'une vie passée ailleurs. Elle voyait un homme brisé, pas un homme qui avait survécu au chaos. Lorsqu'elle se plaignait des factures, j'étais perplexe. N'étais-je pas son encre? Lorsqu'elle s'inquiétait pour ses médicaments pour le cœur, j'imaginais que mes économies lui avaient apporté la paix. Lorsqu'elle leva les yeux au ciel devant la dernière bêtise de son frère, je lui fis un virement, pensant qu'elle apprécierait ce filet de sécurité. Chaque sacrifice me gonflait le cœur. Chaque fois qu'elle rejetait mes efforts, je sentais une tension naître entre nous. Un après-midi, subissant les répliques d'une explosion d'engins explosifs improvisés dont je n'avais jamais parlé, je trouvai Mera en pleurs sur le canapé. Sa voix tremblait en lisant un avis d'expulsion. Apparemment, son père avait encore une fois fait défaut sur son prêt immobilier. J'ai ravalé ma douleur, puisé dans mon fonds d'urgence et transféré tout ce qui me restait de péché. Je pensais entendre de la gratitude, voire du soulagement. Au lieu de cela, Mera me fusilla du regard, m'accusant d'être autoritaire, de contrôler les finances de sa famille comme un tyran. « Je t'apprécie, Liam, dit-elle en essuyant ses larmes. Mais je peux gérer ça. J'aurais voulu crier que j'avais passé des années à échapper à la mort pour elle. Que j'affronterais volontiers l'abîme à nouveau si cela lui permettait de se sentir en sécurité. Au lieu de cela, j'acquiesçais, la gorge trop serrée pour parler. Cette nuit-là, je restais éveillé, aux prises avec le premier véritable doute concernant notre mariage. Je me demandais si l'amour était censé être si lourd, si transactionnel. La clarté du champ de bataille où le bien et le mal étaient délimités noir sur blanc me manquait. Ici, à la maison, les frontières étaient brouillées par le ressentiment et les attentes inexprimées. Je pressais ma main contre ma poitrine, espérant que mon cœur trouverait du réconfort dans les doux motifs de notre courte pointe de mariage. Mais au lieu de cela, je sentais le vide en dessous. Lorsque Mera m'accueillit enfin dans une étreinte ferme, froide contre ma poitrine, je réalisai à quel point nous étions partis à la dérive. Elle avait construit une forteresse de frustration autour d'elle. Et moi, persuadé que chaque dollar, chaque faveur, chaque nuit blanche à la soignée de son désespoir la rapprocherait de moi, j'avais seulement renforcé les barrières. J'avais viré de l'argent dans sa poche, mais ma propre réserve d'affection s'était tarie. J'avais troqué l'intimité contre des transactions, pensant que seule la générosité pouvait soutenir un mariage. À cet instant, j'ai compris que le sacrifice sans compréhension, c'est comme tirer sans viser. Bruyant, destructeur, et finalement ratant sa cible. Je n'accuserai jamais Mera de malveillance. Dans sa vision du monde, j'étais le soldat de l'ombre, un fantôme lointain qui laissait des empreintes dans le sable, mais ne s'attardait jamais. Elle me voyait comme l'étranger qui revenait avec des exigences que je n'exprimais pas, des exigences de reconnaissance, d'acceptation, d'une vision commune de l'avenir. Et parce que je n'avais jamais exprimé ses besoins, son silence était plus fort que mes mots de gratitude. Elle n'a jamais compris que chaque versement était un morceau de mon âme. Que chaque sacrifice effaçait des couches de peur pour révéler une vulnérabilité que je n'avais jamais exprimée par des mots. Mais j'ai découvert une autre vérité sous ma déception. Le champ de bataille et le front intérieur ne sont pas la même guerre. Sur les plaines balayées par le sable, l'obéissance, la discipline et des objectifs clairs guident l'action. À la maison, la communication, l'empathie et le respect mutuel forgent les alliances. J'avais excellé sur un théâtre, puis je m'attendais à ce que ces tactiques se transposent sans difficulté sur un autre. Je croyais pouvoir gagner sa faveur par la seule foi et la compassion, sans jamais imaginer qu'elle avait besoin que je dise ce que je pense, que je partage ma douleur et que je lui demande un partenariat plutôt qu'un honneur tacite. Cette révélation m'a frappé comme une rafale de vent froid d'hiver à travers la fente de notre porte d'entrée. Je me suis souvenu des nuits où je me tordais de douleur, avalant des pilules pour pouvoir lui sourire par-dessus le chameau lors des dîners. Je me suis souvenu des lettres que j'écrivais sans jamais les envoyer, écrivant mon cœur sur le papier dans l'espoir qu'elles expliqueraient ce que je ne pouvais dire à voix haute. Depuis toujours, j'avais des actions cachées, pensant qu'elles parlaient pour moi. Mais ces actions, aussi bien intentionnées soient-elles, ne font que creuser le vide profond entre nous. Je me suis alors juré de retrouver ma voie. J'honorerai mon service en appliquant les leçons qu'il m'a enseignées, diriger avec courage, instaurer la confiance par l'honnêteté et privilégier la communication au sacrifice silencieux.
Mera ne comprendrait peut-être jamais le soldat que j'étais, mais j'apprendrais à être le partenaire dont elle avait besoin, ou, à défaut, à me défendre seul avec intégrité. Je raidissais mon dos, sentant la pulsation familière de la détermination me traverser. Ma douleur était toujours présente, mon sacrifice toujours valable. Mais maintenant, je tenais une autre arme, forgée par la vérité. Ce soir-là, je m'assis à mon bureau, récupérai les lettres sans parfum et commençai à écrire non pas à ses parents ni à son frère, mais à Mirror elle-même. Je me déversai sur les nuits où je m'étais endormi, craignant qu'elle ne m'ait oublié, la culpabilité qui accompagnait chaque versement non reconnu, et l'espoir que nous pourrions reconstruire sur la base de rêves partagés plutôt que de dettes non exprimées. Je refermai le carnet lorsque les mots cessèrent, conscient que cette fois, le message ne resterait pas sans être lu. Je le lui remettrai face à face et resterai fidèle à ma vérité. Car ce que Mera n'avait jamais compris, ce n'était pas le sacrifice militaire. C'était le besoin humain d'être vu, entendu et choisi, encore et encore, chaque jour. Et j'étais déterminé à ce qu'elle m'entende, même si c'était la mission la plus difficile que j'aurais jamais entreprise. Une semaine avant ce dîner de Noël fatidique, j'ai découvert une lettre inconnue glissée sous le paillasson. Une enveloppe impeccable de la banque, adressée à moi, en caractère d'imprimerie impeccable et impersonnel. Je ne me souvenais d'aucune demande, ni d'aucune conversation sur de nouvelles dettes. Assis dans le salon, l'enveloppe tremblante dans ma main, Mera était sur le canapé, en train de faire défiler la lettre, écoutant en boucle la même chanson pop qu'elle écoutait depuis des jours. J'ai déchiré la lettre et lu, prêt à prouver d'un montant de $28 000. Conditions générales ci-jointes. Mon cœur a fait un bond. $28 000 à mon nom. Je me suis affalé dans le fauteuil et j'ai parcouru les papiers, repérant ma signature imprimée au bas du contrat. Mais je n'avais jamais signé. Était-ce une erreur administrative ou, pire, une usurpation d'identité? J'ai trouvé Mera dans la cuisine, fredonnant en remuant le café. J'ai posé les documents sur le comptoir. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé d'une voix calme, même si mon pouls battait la chamade. Elle a jeté un coup d'œil vers moi, ses lèvres s'incurvant en un sourire poli et appliqué. « Oh » a-t-elle dit en repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. « C'est pour ta kinésithérapie. » J'ai penché la tête. « Mon quoi ?» Elle a soupiré et s'est appuyée contre le comptoir. « Après ton opération, tu as eu besoin de séances supplémentaires, et je ne voyais pas comment on pourrait se le permettre sans ce prêt. » Ces mots m'ont glacé le cœur. « Je n'ai pas demandé de prêt, » ai-je dit doucement. J'ai utilisé mes prestations d'ancien combattant et le peu d'économie que j'avais. L'expression de Mera s'est figée. « Eh bien, tu devais être trop occupé pour le remarquer. J'ai fait ça pour aider. » Elle avait l'air blessée, comme si révéler sa générosité secrète allait susciter gratitude, et non suspicion. Je serre les mâchoires, sentant la rage et la trahison monter en même temps. « À l'aide ? Tu as contracté un prêt à mon nom sans mon autorisation. $28 000. Mera, ce n'est pas de l'aide, c'est de la fraude. » J'ai entendu le poids de ce mot peser entre nous, plus lourd que tous ceux que j'avais prononcés au combat. Elle croisa les bras, les yeux brillants. Troy me l'expliqua. Il dit, tu en aurais besoin pour ta rééducation, et comme on était à court d'argent, c'était la seule solution, son frère Troy. Le même qui avait souri quand je suis parti la veille de Noël. Celui qui traitait mes sacrifices comme des désagréments. J'ai senti qu'il me serrait le cou. C'est Troy qui a fait ça. J'ai répété, ma voix m'a appris. Il m'a inscrit sans me demander mon avis. Il n'a pas le droit. Elle se mordit la lèvre comme si elle regrettait de me l'avoir dit, mais le mal était fait. Je rassemblai les papiers et me retirai dans mon bureau. La pièce qui me servait autrefois de sanctuaire où je me plongeais dans les rapports militaires et écrivais des lettres à mes proches. Maintenant, je me sentais claustrophobe. Les murs qui se referment autour des trahisons résonnent. J'ai étalé les documents de prêt sur le bureau et appelé le service client de la banque. La musique d'attente a répété sa promesse monotone d'assistance. Puis un représentant a confirmé que le prêt avait été demandé en ligne avec mon numéro de compte personnel, mes numéros de sécurité sociale et une fausse signature numérique correspondant à la mienne. Fraude, a dit le représentant doucement. Nous allons ouvrir une enquête, geler le prêt et annuler le compte, mais vous aurez besoin de justificatifs. J'ai raccroché, l'adrénaline montant. Je me sentais petit, coincé entre deux fronts, la tromperie de ma propre famille et un système financier anonyme qui allait maintenant remettre en question mon honnêteté.
J'ai repensé aux centaines de virements que j'avais effectués sur ma solde de déploiement. Chacun enregistré et suivi par ma mère, qui avait méticuleusement conservé chaque reçu. Si quelqu'un pouvait me blanchir, c'était bien elle. J'ai frappé à sa porte ce soir-là, portant la pile de documents de prêt. Elle m'a accueilli dans l'entrée, les yeux écarquillés d'inquiétude face à ma boiterie et à mon regard hanté. Je lui ai remis les papiers. Ils ont utilisé mon identité. J'ai dit, c'est la famille de Mira qui a fait ça. Le visage de maman est devenu pâle, puis s'est durci. Elle a dit, rassemblons toutes les preuves possibles. Nous avons passé les heures suivantes à fouiller dans ces dossiers, lettres envoyées pendant les déploiements, relevés bancaires, copies de mandats, tout ce qui semblait indiquer où étaient passés mes fonds. Nous avons constitué un dossier plus épais que tous les dossiers que j'avais déposés à l'étranger. Quelques jours plus tard, j'ai rencontré mon avocate, une femme aux cheveux gris acier et au regard fixe. Nous lui avons remis les preuves et elle a porté plainte pour fraude contre Mera 3 et ses parents. J'ai surveillé son téléphone. Tina, l'assistante de la banque, a confirmé le gel du prêt. À mon retour, j'ai ressenti un soulagement prudent en dénonçant la fraude. J'avais retrouvé mon nom, mais la victoire avait un goût creux. Ce soir-là, Mera m'a interpellé à la porte d'entrée, la panique gravée sur le visage. Elle portait le même pull qu'elle avait choisi pour le dîner lorsqu'elle m'avait traité de fardeau, un pull qui semblait désormais symboliser tous les torts qu'elle avait causés. « Tu nous as ruinés », a-t-elle craché. Mon crédit est parti et les factures d'hôpital de mon père resteront impayées. Je l'ai observée, la femme que j'avais aimée et que je croyais connaître. Elle avait l'air effrayée, mais elle ne montrait aucun remords, seulement la peur pour son propre confort. Finalement, je secouai la tête. Sans miroir, tu as ruiné la confiance. Tu m'as fait choisir entre l'amour et l'intégrité, et j'ai choisi l'intégrité. Je la dépassai et pénétrai dans l'obscurité silencieuse de la nuit. Derrière moi, la porte se referma doucement. La maison que j'avais autrefois considérée comme mon foyer ressemblait désormais à une cage dont les barreaux avaient été forgés par la trahison. Je me dirigeai vers la chambre d'amis, refis mon sac de voyage et partis sans un regard en arrière. En m'éloignant, le vent hivernal fouettant le pare-brise, je réalisai une chose importante. Les cicatrices peuvent marquer le corps, mais les trahisons sculptent l'âme. J'avais peut-être perdu ma place dans la famille que j'avais soutenue, mais en découvrant la vérité, j'avais redécouvert ma propre valeur. La route s'étendait devant moi, recouverte de neige, me menant à la ferme de Birch Hollow. Là, je savais qu'il y avait un foyer bâti sur l'honnêteté, l'amour et l'acceptation, des éléments qu'aucun prêt ni aucune trahison ne pourrait jamais voler. Je n'avais jamais prévu de lancer une enquête depuis la table de la cuisine. Mais j'étais là, debout dans la lumière crue des plafonniers, entouré par les vestiges de notre maison brisée. Le rire de Mira résonna derrière moi tandis qu'elle feuilletait un magazine sur le canapé, inconsciente de la tempête qui couvait dans ma poitrine. Je portais une petite clé USB noire au creux de ma main, sa forme discrète, lourde de mois de trahison et de tromperie. Je la posai sur la table avec un calme délibéré, le cliquetis d'une réunion en plastique résonnant plus fort que n'importe quel coup de feu que j'avais jamais entendu à l'étranger. Mira haussa les sourcils. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle d'une voix teintée d'amusement. Je posai mon sac par terre, chaque mouvement maîtrisé, mesuré. Une douleur lancinante me traversa le dos, mais je la remarquai à peine. Ma gorge était serrée, les mots s'agitaient à la base, mais je les forçai à sortir. Des preuves, dis-je doucement, et elles ont déjà été envoyées à mon avocat. Son amusement disparut en un instant, remplacé par une pointe de panique. Elle posa le magazine, décroisa les jambes et se leva d'un bond. Je la regardai se lever, observant la subtile tondeuse dans ses mains. Pour la première fois, j'ai perçu sa peur. Dans le silence qui a suivi, j'ai expliqué le contenu du disque dur. Des enregistrements de ses conversations avec Troy et Gérald, acceptant de l'argent pour ma rééducation. La confirmation de sa sœur que le prêt frauduleux avait financé des escapades de week-end. Des messages vocaux avouant le plan de la famille pour me saigner à blanc. Chaque révélation me donnait l'impression d'ajouter des briques à la prison qu'ils avaient construite autour de moi. Tandis que je parlais, j'ai remarqué que le visage de Mira se vidait, ses yeux se fixant sur la porte comme pour chercher une issue de secours. Il n'y avait nulle part où aller. Sa mère est apparue derrière elle, attirée par l'attention. L'expression d'Hélène exprimait une irritation à peine voilée plutôt qu'une inquiétude. Elle a croisé les bras, les lèvres pincées. « Liam, qu'est-ce que tu fais » a-t-elle demandé.
Son ton était une accusation plus profonde que n'importe quelle blessure. Je l'ai regardé d'un air neutre. Je te montre la vérité. J'ai marqué une pause, laissant le poids de mes mots s'abattre sur la pièce comme une couverture suffocante. Tu as utilisé mon nom, mon argent, mon service, et tu as menti. Je ne suis pas ton compte en banque. Je suis un homme avec des droits. Gérald apparut ensuite, un verre de vin à la main. Il eut mal l'air et fronça les sourcils. Ne dramatisons pas, dit-il d'une voix douce et expérimentée. On peut régler ça comme des adultes. Je m'avançai, ma boiterie s'accentuant à chaque pas, mais ma détermination inébranlable. Il n'y a rien à négocier, répondis-je. Tu as commis une fraude. J'ai déjà engagé un avocat. Tu auras de leurs nouvelles. Je désignai la clé USB. Ceci est destiné au procureur, avec les copies de chaque chèque, de chaque virement bancaire que ma mère a documenté. Les épaules de Mira tremblèrent. Elle porta une main tremblante à sa bouche, craignant de parler. Son silence était une confession. J'éprouvais une bouffée de vengeance, tempérée par le chagrin. Le chagrin que quelqu'un que j'avais aimé ait pu me trahir à ce point. La cuisine me semblait plus petite maintenant, chaque carrelage et chaque placard témoignant de cet effondrement de confiance. J'avais traversé des fusillades et des couloirs d'hôpital, mais cette confrontation je me sentais plus en danger, car ici, l'ennemi était la famille. Sans un mot de plus, je me suis retourné et j'ai récupéré mon manteau sur le crochet près de la porte. Je me suis arrêté pendant qu'Hélène s'éclaircissait la gorge. Tu exagères, a-t-elle dit d'un ton guindé. On est toujours une famille. Mon dos s'est raidi au souvenir de leur définition tordue de la famille. Je l'ai regardé avec pitié. La famille ne fait pas de demande de prêt au nom de son gendre sans autorisation, ai-je répondu. La famille ne siphonne pas ses économies et ne le laisse pas ruiner. J'ai secoué la tête et ajouté, libre à toi de définir la famille comme tu veux. J'en ai fini. Je sortis dans la nuit froide, la porte se refermant avec un bruit sec derrière moi. La voix de Mira résonna dans l'encadrement. Liam, s'il te plaît, mais j'étais déjà en train de refermer complètement la porte. Je m'y appuyai un instant, inspirant une bouffée d'air glacé, laissant la finalité de mon départ dissiper mes derniers doutes. La clé USB reposait sur la table, monument microscopique à leur fraude. Elle représentait le moment où j'avais repris mes esprits, le moment où j'avais choisi la vérité plutôt que la loyauté envers le mensonge. Alors que je me dirigeais vers ma voiture, la neige commença à tomber, chaque flocon témoin silencieux de ma renaissance. Mon sac était plus lourd maintenant, rempli de plus que des vêtements et des papiers. Il contenait les fragments d'une vie que j'étais déterminé à reconstruire à ma façon. Je me glissai au volant et démarrai le moteur, le chauffage crépitant et me réchauffant les membres. Je regardai mon reflet dans le rétroviseur, le vétéran meurtri devenu lanceur d'alerte, je reconnus l'homme qui avait affronté des ennemis à l'étranger, mais maintenant affrontait le défi d'un type différent. Forger un avenir non défini par d'autres attentes ou trahisons, mais par ma propre intégrité, je me suis reculé de l'allée et je me suis tourné vers la route en conduisant la maison qui était devenue un champ de bataille. Le lecteur flash est allongé sur cette table de cuisine, en attendant que les autorités fassent leur travail. En moi, j'ai traversé la chute de neige vers la ferme de ma mère, où l'honnêteté et l'acceptation attendaient. La route s'étendait, vide et inexplorée. Mais je me sentais prêt à voyager à chaque mile. Parce qu'à partir du moment où j'ai laissé tomber cette route sur la table, j'avais perdu le poids de leur tromperie et je suis entré dans une vie construite sur la vérité. Je suis arrivé à la ferme de ma mère, tout comme le crépuscule s'installe sur Birch Hollow, le ciel peint dans des violets meurtris et des médailles d'or en sourdine et les premières étoiles furtivement à travers l'obscurité. Mes mains tremblaient alors que je tirais la voiture dans l'allée de gravier, chaque crunch en pierre faisant écho aux doutes que j'avais transportés depuis que je quittais la maison de Mira. Les moteurs bourdants ont coupé et je me suis assis un instant dans le Staden, regardant la lueur chaude des lumières derrière les rideaux. C'était la maison que j'avais abandonnée il y a longtemps. L'endroit que j'avais imaginé ne retournait que dans les cauchemars et les rêves. Maintenant, j'étais de retour, battu et cassé, mais libre d'une manière que je n'aurais jamais été auparavant. Je suis sorti de la voiture, la nuit croustillante et ceintée de pain et de neige fraîchement tombée. Mon dos a protesté avec un pincement net alors que je hissais mon sac sur mon épaule, mais j'ai accueilli la douleur. Cela m'a rappelé que j'étais vivant et capable de ressentir. Même après les trahisons, j'ai creusé mon cœur. J'ai traversé la cour, des bottes grimpant dans la neige qui dérivait en vagues douces sur la pelouse et approche du porche.
Une seule lanterne a jeté un cercle de lumière sur les marches en bois usées où ma mère a toujours placé ses bottes en bottes après de longues journées dans le jardin. Je m'arrêtai devant la porte, la main planant sur le bouton, le cœur martelant alors que des souvenirs bondissaient. Les matins de Noël d'enfance. Gratter les genoux et les baisers. Chuchoterai des conversations tard dans la nuit enveloppées dans des couvertures. Quand je finalement tournai le bouton, la porte s'ouvrait pour la révéler dans le couloir, se silhouait contre la lampe de lampe. Mère portait une robe florale fanée. Ses cheveux argentés en paresse se sont tirés dans un chignon lâche, et ses yeux, des yeux doux et généreux, s'élargissent de surprise. Liam, murmura-t-elle, et j'ai vu la préoccupation gravée dans chaque ligne de son visage. Elle se précipita en avant et enroula ses bras autour de moi, forte et chaleureuse, me tirant dans un câlin qui semblait plus guérissant que toute séance de thérapie que j'avais endurée. Je m'accrochai à elle, permettant aux années de distance et de douleur de s'infiltrer en une seule coupe de soulagement. Elle m'a conduit à l'intérieur, fermant doucement la porte derrière nous. Dans l'odeur familière du savon de lavande et de la tarte aux pommes maison m'a accueilli comme une bénédiction. Les murs du couloir étaient bordés de photographies de moi à chaque âge. Chubby Sheikh Toddley, adolescent maladroit, jeune soldat en uniforme. Chaque image tenait une histoire, un moment d'amour que j'avais presque oublié. Mère m'a guidé vers la chambre d'amis dans le couloir où les draps frais gisaient sur le lit, et une courte pointe j'avais fait pour son mariage drapé à travers le pied. Je vous ai fait de la place, dit-elle doucement, voix épaisse d'émotion. J'ai avalé dur et hoché la tête, incapable de faire confiance à ma voix. Dans la chambre d'amis, elle a posé mon sac sur le sol et s'est effondrée avec les couvertures comme si j'étais encore enfant. Tu dois être fatigué, murmura-t-elle. Va coucher. Je vous apporterai du thé. Je l'ai regardé partir, puis je vais couler sur le matelas. C'était incroyablement doux, cédant sous mon poids d'une manière que CS n'a jamais eue. Moi à la maison sans question. Mère se tenait dans l'embrasure de la porte, portant un plateau avec une tasse fumante de thé à la camomille et une assiette de biscuits chauds. Elle l'a posé sur la table de chevet et s'est assise sur la chaise à côté de moi, sa présence une encre calme dans un monde devenu fou. Merci, chuchotai-je, la voix, elle m'a tapoté la main. Tu n'as pas à me remercier, ma chérie. Tu es mon fils. Rien ne change cela. Son affirmation s'est enroulée autour de moi, plus douce et plus forte que n'importe quelle armure que je connaissais. J'ai levé la tasse de thé avec les deux mains, savourant la chaleur qui s'infiltrait à travers la céramique dans mes paumes. Le thé avait un goût de miel et de citron, et chaque gorgée ressemblait à une bombe sur mon âme crue. J'ai jeté un coup d'œil aux biscuits, friables et sucrés, et j'en ai essayé un. La saveur de beurre me mettant en place dans l'instant. Je ne voulais pas imposer, dis-je, laissant les mots s'éteindre. Je pensais que je devais prouver que j'allais bien seul. Mère secoua la tête. C'est ce que tu pensais. Mais vous méritez de l'aide, et vous méritez l'amour inconditionnel. Vous n'avez pas à faire face à la tempête seule. Je l'ai regardé et j'ai senti une source de gratitude que je ne pouvais pas contenir. Je suis désolé d'être resté à l'écart si longtemps, dis-je, avalant la bosse dans ma gorge. Je pensais que je devais construire ma propre vie, créer ma propre famille. Elle m'a fait un doux sourire, assaisonné de compréhension. Vous l'avez fait, mais vous avez toujours une famille ici aussi. Vous appartenez. Nous nous sommes assis dans un silence compagnon, la nuit se terminant autour de nous comme un manteau de protection. J'ai fini mon thé, puis les biscuits, et j'ai laissé le silence s'installer jusqu'à ce que cela ressemble à un réconfort plutôt qu'à un vide. Enfin, Mère se leva et ramassa le plateau. Reposez-vous, a-t-elle dit, ajustant la courte pointe autour de mes épaules. Demain, nous parlerons de tout. J'ai hoché la tête, s'enfonçant dans les oreillers. En éteignant la lanterne et à gauche, je me trouvais dans la lueur sombre du clair de lune qui coule à travers la fenêtre. J'ai regardé la conception, les couleurs et les formes du patchwork de la courte pointe qui racontait des histoires d'amour cousues à travers les difficultés. J'ai alors réalisé que la maison était plus qu'un endroit. C'est là que quelqu'un m'attendait à bras ouverts, prêt à réparer ce qui avait été brisé. J'ai pressé ma main contre ma poitrine, sentant le rythme régulier de mon cœur et chuchoté dans l'obscurité, je suis à la maison. Le sommeil est venu rapidement après cela. Paisible et profond. Dans mes rêves, j'ai parcouru des champs de lavande et de pommiers, suivis par des rires et de la lumière. La douleur dans mon dos était distante. Les trahisons se sont dissous. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais en sécurité. Et quand le matin est venu,
je me lève à un nouveau départ, guidé par l'honnêteté, l'amour et la force silencieuse de la foi inébranlable de ma mère en moi. La lumière du matin a filtré à travers des rideaux en dentelle et a dansé à travers les planches en bois, portant l'odeur de tarte fraîche qui s'attarde du souper de la nuit dernière. Je me suis assis à la table de la cuisine, berçant une tasse de café noir qui ressemblait à une chaleur liquide dans mes doigts de piment. Ma mère s'est effondrée, fredonnant à elle-même alors qu'elle disposait du toast dans une assiette. Mais son objectif a continué à revenir dans la boîte que j'avais placée à côté de moi, un récipient en carton sans prétention attaché à la ficelle, le non effiloché des années de manipulation. « Êtes-vous prêt ?» demanda-t-elle, voix douce mais ferme. J'ai hoché la tête, inhalant l'arôme du pain grillé et me souvenant des années que j'avais versées dans les déploiements, les lettres silencieuses que j'avais écrites à la maison. Maman a tiré la ficelle et a soulevé le couvercle, révélant des piles d'enveloppes jaunies, chacune adressée dans mon écriture en boucle. Elle a placé la boîte entre nous et a tiré la lettre la plus supérieure. « Ce sont les lettres que vous m'avez envoyées de Kandahar, a-t-elle dit, ses doigts retraçant l'encre fanée. Et voici les copies de chaque mandat que vous avez enfermé. J'ai regardé les documents, ressentant une houle d'émotion. Chaque lettre a commencé par des nouvelles de ration et de routine, mais s'est terminée par des confidences destinées à ses yeux seuls. S'inquiète pour les hommes qui ne sont jamais revenus. Espérons que notre famille est restée sûre et rassurante que les besoins financiers à la maison seraient satisfaits. Je crois que ces assurances étaient privées, reléguées à la mémoire. Pourtant, ici, ils sont allongés, méticuleusement sauvés. Avec une main régulière, j'ai levé la première lettre de la pile. Il craquait doucement en le dépliant, révélant des mots que j'avais écrits dans une cadence façonnée par des tempêtes de sable et un ciel guimbetal. Maman, je vais bien. J'apprends à respirer à nouveau. J'ai reconnu ma propre voix dans la malédiction des boucles et j'ai ressenti une pan de nostalgie pour le plus jeune qui avait toujours la croyance en la puissance des mots. Sous cette ligne enregistrée sur la page se trouvait une copie d'un mandat de $500 conçu aux parents de Mira. Une autre contribution que je pensais oublier. J'ai tourné la page en découvrant une autre lettre de la province de Helmand datée de l'été 2018 où j'ai décrit une lutte contre les incendies qui m'a laissé meurtri et mon camarade d'orchestre secoua. Niché à l'intérieur était un bordereau montrant $1200 câblé sur notre compte conjoint avec les factures médicales de notation. J'ai fermé les yeux, rappelant la culpabilité qui avait entraîné chaque transfert, la peur que sans mon soutien, la famille que j'avais construite s'effondrait. Ces lettres étaient la preuve de mes sacrifices, des charges tacites que j'avais épaulées. Maman a atteint la prochaine enveloppe, étiquetée Christmas 2019. Je me souvenais avoir écrit celui-là dans la chapelle Outpo de fortune, la neige tourbillonnant au-delà des fenêtres brisées, pensant à la maison plus désespérément que jamais. À l'intérieur, elle avait gardé le télégramme confirmant ma date de retour, ainsi qu'une note manuscrite de ma part. Votre câlin sera mon meilleur cadeau. Une larme a glissé sur ma joue, et je l'ai clignotée, déterminé à garder mon sang-froid. Ma mère m'a regardé avec ce look familier de l'amour inébranlable, ses yeux reflétant la fierté et le chagrin se mêlaient à un seul. Vous avez tellement donné, dit-elle doucement, plaçant une main rassurante sur mon bras. Et vous n'êtes jamais. Ma voix a pris ma gorge. Elle a trié la pile jusqu'à ce qu'elle trouve un ensemble plus petit d'enveloppes, de lettres non ouvertes il y a des mois. Je ne vous ai jamais dit, mon cœur a dit. Ces lettres m'avaient écrit pour me rappeler pourquoi je me suis battu, pourquoi j'aimais et pourquoi j'avais besoin de croire en un avenir au-delà de la douleur. J'en ai doucement ouvert un, révélant des mots épinglés à l'encre noire. Quand vous vous sentez brisé, rappelez-vous que maman croit en vous. Souriez, en douceur. À propos de l'accident, mais elle avait gardé la trace. Boîte, les piles désormais réduites à un tas mince de couvercles et de cordes vides. J'ai réalisé la signification de ce que maman avait préservé. Elle avait été mon historienne, mon archaviste, mon gardien de la vérité. Ces lettres et reçus n'étaient pas seulement la preuve des transactions financières. Ils étaient une preuve d'amour, d'intention, d'une vie dédiée au service à l'étranger et à la maison. Des larmes se sont enfuies en rassemblant les papiers à ma poitrine. Merci, murmurai-je, voice raw, pour m'avoir sauvé du doute. Elle m'a tiré dans un câlin, chaud et stable, comme si elle pouvait absorber ma douleur. J'ai pressé ma joue contre son épaule, inhalant le péché de lavande de sa robe et ressentant pour la première fois depuis des mois que j'appartiens quelque part. Plus tard dans l'après-midi, après avoir préparé plus de thé, et nous avions partagé des histoires de mon enfance, aucune lettre ne pouvait capturer, comment je suis tombé du toit de la grange à courir après un chien en fuite, le moment où j'ai refusé de partager mon gâteau d'anniversaire avec le chat du voisin.
J'ai ressenti une clarté que je ne connaissais pas depuis mon arrivée. Je prendrai cette preuve de tromperie et ces lettres de dévotion à mon avocat, garantissant que chaque action frauduleuse contre moi a été exposée. Mais au-delà du recours juridique, j'ai porté quelque chose de plus profond. La certitude que mes sacrifices avaient un sens et que ma mère avait toujours cru en moi. Alors que le soleil plongeait derrière les champs givrés, j'ai emballé un nouvel ensemble de copies dans une enveloppe adressée à mon avocat et j'ai repris les originaux dans leur boîte. J'ai glissé le couvercle, attaché la ficelle et placé la boîte où elle appartenait, dans l'étagère supérieure de mon placard d'enfance, sous une couche protectrice de blocs de cèdre. Là, il reposerait, un témoignage de la vérité sauvée et de l'amour préservé. En attendant la journée, je pourrais à nouveau avoir besoin de son rappel. Ce soir-là, j'ai rejoint ma mère à la table du dîner, un simple repas de soupe et de pain aux légumes. Mais c'était plus riche que n'importe quelle fête. Nous avons mangé dans un silence compagnon, la radio jouant de vieux hymnes, et j'ai senti le poids de la solitude se soulever de mes épaules. À chaque bouchée, j'ai goûté à la gratitude, au pardon et au renouvellement. Les lettres qu'elle a enregistrées m'avaient donné quelque chose que j'avais perdu le long du façon. La foi en moi-même et les connaissances que peu importe ce qui nous attendait, je n'étais jamais seul. C'était un jeudi après-midi amer lorsque l'appel de Mira est passé. La sonnerie secouant contre le bourdonnement calme de l'atelier de réparation des tracteurs où j'avais passé la matinée à graisser les engrenages et à reconstruire les transmissions. J'ai reconnu son numéro instantanément et un nœud s'est resserré dans ma poitrine. Mes mains noircies avec de la graisse toujours sur la clé que je tenais. J'ai fermé les yeux, inhalant l'odeur d'huile et de métal mélangée avec le petit pain de l'atelier. Je me demandais si son père était toujours à l'hôpital, si l'enquête avait découvert plus de fraude, ou si sa panique était simplement une autre tentative de me ramener dans une tempête. Je m'échappais à peine. J'ai répondu sur le deuxième anneau, la voix prudente. Bonjour, siffla la ligne de statique. Elle semblait frénétique, ces mots tombant les uns sur les autres dans une précipitation qui me laissait sans morte. Ils ont gelé les comptes, a-t-elle lâché. La banque, l'enquête, tout se passe si vite. 3 est sous contrôle. Et papa. Il est à l'hôpital et ils ne fonctionneront pas sans fonds. Sa voix craqua et j'ai entendu le tremblement de la peur. Pendant un moment, mon cœur se serra à la pensée du cœur défaillant de Gérald. J'ai imaginé son visage stoïque, la façon dont il sirotait lentement le vin au dîner, la façon dont il n'a jamais laissé l'émotion surface. Mais maintenant, sans argent, il pourrait faire face à de réelles conséquences. J'ai pressé mon pouce contre mon temple, essayant de stabiliser mes pensées. Mira, dis-je uniformément. Ils ont gelé les comptes en raison de la fraude que vous avez commise. Vous êtes celui qui a pris ce prêt en mon nom. Vous n'avez personne à blâmer que vous-même. Je n'ai pas adouci mon ton. L'empathie avait été trop facilement exploitée par la tromperie de sa famille. Et j'ai refusé de laisser sa panique manipuler ma détermination. Elle renifla, les yeux revenant. Je pouvais le voir même à travers le téléphone. Je sais, chuchota-t-elle. Mais je ne voulais pas que papa souffre. Vous êtes le seul à pouvoir le lever rapidement. Vous êtes le vétéran avec l'avocat et les connexions. S'il vous plaît, Liam, j'ai besoin de votre aide. Son plaidoyer m'a traversé, un rappel de la profondeur de nos vies. J'ai ressenti un scintillement de l'ancien instinct à sauver, de réparer les choses, de sacrifier une fois de plus. Mais je me suis forcé à me souvenir des mois de mensonges, des fonds volés, des nuits où je me suis allongé dans cette chambre d'amis se sont accumulées de trahisons. J'ai inhalé brusquement. Vous ne pouvez pas me demander de vous renflouer, ai-je dit. Vous avez utilisé mon nom. Vous avez exploité mes avantages et mes économies pendant que j'étais sur un lit en récupérant. J'ai câblé de l'argent en service et en amour. C'était purement égoïste. Vous devez faire face aux conséquences de ce que vous avez fait. Sur la ligne, Mira a commencé à sangloter. S'il vous plaît, elle a étouffé. Dans la ferme de ma mère et de la photo, le paradis de la vérité et de l'acceptation. Le traitement de Gérald n'est pas retardé. Gérez cela légalement. Plus de prêts secrètes, plus de cachettes derrière mon nom. Je m'arrêtai, laissant les termes atterrir. Je vais contacter votre avocat. Vous faites votre part. Faire face à l'enquête. Admettez ce que vous avez fait et coopérez pleinement. Elle renifla à nouveau, des larmes tombant dans des traces silencieuses sur ses joues. Je comprends, elle balbutia. Je vais le faire. Merci. Le soulagement dans sa voix était palpable,
et je me sentais attiré entre le devoir et la réalisation amère qu'elle s'attendait toujours à ce que je résolve ses problèmes. J'ai mis fin à l'appel et je me suis penché contre le sort, les épaules s'effondrent sous le poids des trahisons passées. Mon regard est tombé dans la clé dans ma main. La surface métallique reflétant les lumières fluorescentes au-dessus de la tête. L'outil qui ressemblait autrefois à un instrument de reconstruction était maintenant lourd d'ironie. Je l'ai retourné lentement, en pensant à la première fois que Al m'avait accueilli dans cette boutique sans hésitation, sans jugement. Il m'avait offert une deuxième chance quand j'ai douté de ma propre valeur. À ce moment-là, j'ai réalisé que je devais ma nouvelle vie à l'honnêteté que j'avais trouvée ici, pas la tromperie que j'avais fuie. Je pose la clé et passai une main dans mes cheveux, m'accolant des stries sombres de graisse sur ma paume. La douleur dans mon dos m'a tiré, un rappel de toutes les cicatrices physiques et émotionnelles que j'ai portées. Mais plus profondément que cela, j'ai ressenti la douleur d'avoir reconstruit mon identité des décombres de la trahison, seulement pour le tester à nouveau par la famille que j'avais laissée. J'ai empoché mon téléphone et carré mes épaules. L'appel avait cassé quelque chose en moi, mais il a également cristallisé mon but. Je ne serai pas le pion dans leur désespoir. J'offrirai des conseils, pas de la capitulation. Je protégerai l'intégrité que j'avais récupérée et, ce faisant, les tenir responsables. Cet après-midi-là, je me suis rendu chez Hélène, pas pour mendier le pardon, mais pour fixer les conditions. Je l'ai trouvée dans son étude, les étagères éclairantes de lampes douces éclairantes bordées de figurines en porcelaine. Elle leva les yeux en entrant, désapprobant le scintillement en a lieu. J'ai présenté la demande de Mira, la menace imminente de l'hôpital et mes conditions d'aide. Ses lèvres s'amincissa, mais elle hocha la tête. Très bien, dit-elle avec ridicule. Nous coopérons. Dans les jours qui ont suivi, je me suis coordonné avec le service de facturation de l'hôpital, j'ai organisé des plans de paiement en utilisant mes avantages sociaux, le cas échéant, et j'ai rencontré le bureau du procureur de district pour finaliser les horaires de restitution. Chaque étape ressemblait à une victoire, non pas pour eux, mais pour moi, comme j'ai démontré que l'intégrité et la compassion pouvaient coexister. J'ai regardé Hélène et Troy se voir servir les assignations, alors que Mira a signé des déclarations de confession, alors que l'empire de la famille des mensonges s'est effondré sous le poids de la vérité. Et lorsque la paix finale s'est mise en place et que l'emprise légale sur les comptes de Gérald a été levée, je ne ressentais aucun triomphe, seulement un soulagement que la justice ait suivi son cours. Mère a appelé à nouveau, voice stable cette fois, offrant des remerciements sans droit. J'ai accepté ses excuses, une petite chose mais une étape importante. Et à ce moment-là, j'ai ressenti les dernières chaînes de ma dernière chute. Je suis retourné à la ferme de la mère ce soir-là, le ciel un tourbillon de rose et d'indigo, et m'a permis de respirer librement pour la première fois depuis des mois. La route derrière moi était jonchée de fiducies brisées et de leçons douloureuses. Devant, la promesse des journées tranquilles et du travail honnête avec des cicatrices que je ne me cachais plus mais portaient comme preuve que j'avais survécu et que finalement j'avais choisi la paix pour la douleur. Le matin après la dernière audience du tribunal, je me suis réveillé avec le mollet de pluie contre les vitres et le bourdonnement bas de grillons au-delà des murs de la ferme. Pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas atteint mon téléphone pour se préparer pour un autre appel de crise, et je n'ai pas ressenti le nœud familier de l'effroi dans ma poitrine. Au lieu de cela, je m'étendais sous la courte pointe fanée, laissant le poids du sommeil décoller la tension qui s'était logée profondément dans mes muscles. Je me levai lentement, mon dos chuchotant sa protestation et tape en bas dans mes chaussettes. Mère avait laissé une casserole de café sur le poêle et une assiette de scone chaud sur la table. La cuisine sentait rôtir des arachides et de la vanille, un parfum qui ressemblait à une bénédiction. Je me suis versé une tasse et je me suis assis près de la fenêtre, regardant les nuages gris dériver sur les champs de Mistladen. Là-bas, les tiges de maïs s'inclinaient sous la pluie. Ici, je me suis assis dans un doux confort, berçant de la chaleur dans mes mains. Je laisse l'immobilité s'installer autour de moi, savourant sa rareté. Cet après-midi, je suis entré dans le seul collège communautaire de Birch Hollow pour m'inscrire au cours de cybersécurité en utilisant mes avantages sociaux. Le campus se sentait à la fois familier et étranger. Les couloirs bourdonnants d'étudiants précipités, de babillards plâtrés avec des dépliants pour les clubs et les sports intramuros, et le parfum net de poussière de craie sur les barres blanches. Je me suis approché du bureau d'inscription avec un calme mesuré, ma boiterie cachée sous un pardessus sombre. Lorsque le registre m'a remis mon emploi du temps, les nuits et les week-ends, j'ai ressenti un scintillement d'anticipation. Pour la première fois depuis qui a quitté le service, j'investissais dans un avenir qui était à moi seul à façonner. Plus tard,
j'ai signalé mon premier quart de travail à la réparation du tracteur de Hal. La porte de la boutique ouvert sur ses charnières grinçantes alors que je pénétrais à l'intérieur, accueilli par la clingue rythmique d'outils et le sifflement doux de l'air comprimé. Hal, avec sa trousse striée et son sourire facile, m'a fait signe. « Prêt à se salir les mains ?» demanda-t-il, m'offrant une clé. Je souris et l'accepte, sentant son poids s'installer dans ma paume. Chaque boulon que j'ai desserré, chaque moteur que j'ai ramené à la vie. Je me sentais comme si je reconstruisais quelque chose en moi-même. Confiance, but, résolution. Entre les quarts de travail et les cours, j'ai trouvé le temps d'assister à un groupe de soutien aux anciens combattants locaux au centre communautaire. Le cercle de chaises pliantes maintenait les visages altérés par le service. Certains avec des membres manquants, d'autres aux yeux hantés, mais nous portons tous des histoires inédites. J'ai écouté Jacques parler de sa lutte avec le SSPT alors que Maria a détaillé son combat pour retrouver la garde de ses enfants alors que des dizaines de plus partageaient à la fois le désespoir et le triomphe. Quand c'était à mon tour, je leur ai parlé de la trahison que j'avais endurée, de la famille que j'avais perdue et de la paix que je cherchais maintenant. Le hochement de tête et les murmures de compréhension ressemblaient à une bombe, me rappelant que je n'étais pas seul à reconstruire. Le soir, je me suis installé à la table de la cuisine pour écrire dans mon journal. J'ai rempli des pages de réflexion sur les progrès. Comment j'ai navigué sur l'inscription au collège. Comment j'ai resserré les anneaux de piston à la boutique. Comment j'ai parlé en groupe quand la peur voulait que je reste silencieuse. J'ai suivi de petites victoires. AB. Une introduction au réseau. Une réparation impeccable sur l'ancienne Ford Taurus de Madame Jensen. Une conversation sincère avec un collègue vétéran qui a mis fin à son isolement. Mon écriture est devenue plus stable alors que ma confiance est revenue. Chaque ligne témoignage de la résilience. Le week-end, mère m'a rejoint pour des promenades à travers les champs de la ferme. Nous avons sorti des bottes de pluie et nous sommes promenés entre des rangées de tiges de maïs frostiquées, discutant de tout, des rotations des cultures à mon projet de classe suivante. Elle a souligné un troupeau d'oies soulevant dans un ciel brumeux et m'a appris à reconnaître la différence entre un faucon red taille et une bourdonnement ordinaire. Sa présence était douce encouragement. Ses questions, un rappel que la curiosité et l'émerveillement existaient encore en dehors des limites de la douleur et de la trahison. Un samedi matin croustillant, je me suis réveillé tôt pour repeindre la chambre d'amis. Les murs autrefois ternes brillaient maintenant dans un versage doux, et j'ai accroché des photos de ma mère et de moi, elle me tenant comme un tout petit, moi en uniforme en acceptant ma première médaille, nous ensemble à mon mariage. Aucune image incluse le miroir, car ce chapitre de ma vie appartenait aux pages du passé. J'ai organisé une étagère avec mes romans préférés et une petite vérité de lecture de plaques, l'intégrité, la croissance. Quand je me suis retiré pour admirer mon travail, j'ai ressenti une houle de fierté. Cette pièce n'était plus un refuge de la trahison, mais un espace construit sur l'honnêteté et l'espoir. En milieu de semaine, le rythme de ma nouvelle vie s'était installé. Morning avec café et tarte, après-midi au collège ou dans la boutique, soir dans les réunions de soutien ou journalisation, le week-end rénovant ou explorant la Corrège avec ma mère. La douleur dans mon dos est restée un rappel de mes cicatrices, mais ce n'est pas à dicter plus de ma valeur. Au lieu d'attendre l'approbation de quelqu'un d'autre, j'ai mesuré le succès par ma propre croissance. Un soir, alors que le soleil plongeait sous l'horizon dans un lavage de roses et de lavande, je me suis assis sur le porche avec la mère et à siroter du thé glacé. Elle plaça une main sur mon épaule. « Je suis fier de toi, Liam », a-t-elle dit. « Vous avez reconstruit plus qu'une vie. Vous vous êtes récupéré. » J'ai souri, de la chaleur se propageant à travers moi qu'aucune trahison ne pourrait jamais s'éteindre. Dans cette ferme tranquille, au milieu des chuchotements des champs et des cieux, j'ai trouvé ma paix. Pas dans de grands gestes ou des victoires dramatiques, mais en progrès régulièrement, un effort honnête et le choix chaque jour pour reconstruire de la calme. Et pour la première fois, je croyais que la maison n'était pas seulement un endroit. Je me suis éveillé sous la courte pointe, écoutant la loyage lointaine de vaches dans le pâturage de ma mère, ressentant le rythme constant de mon propre souffle pour la première fois depuis des mois sans la panique derrière elle. Le monde à l'extérieur remua doucement, les oiseaux appelant, le vent chuchotant à travers les pins. Pourtant, en moi, un calme plus profond s'était installé. Aujourd'hui, je choisirais la paix plutôt que la douleur qui avait défini ma vie pendant si longtemps. Je me levai et m'habillai lentement, attentif à la douleur dans mon dos qui m'a rappelé qui j'avais été et d'où je venais. Chaque mouvement était un écho de force gagnée par des difficultés, un témoignage de la survie. Dans la cuisine,
Mère m'a salué avec sa chaleur habituelle. Café frais en attente sur le comptoir, les muffins aux myrtilles refroidissants sur un rack. Elle m'a versé une tasse et a glissé un muffin sur mon assiette sans un mot. Comprenant que mon silence n'était pas du chagrin, mais la réflexion, j'ai siroté le café, savourant sa douceur amère alors que je regardais la vapeur se courber vers le haut, se dissolvant en lumière. Au cours du petit déjeuner, nous avons parlé de la prochaine plantation de printemps, de quelles graines commander, si l'ancienne charrue avait besoin de réparation et quel champ pourrait produire le meilleur maïs cette année. Son optimisme pratique s'est senti contagieux, un rappel que la vie s'est poursuivie en cycle de croissance et de renouvellement. J'ai rejoint son enthousiasme, proposant d'aider à nettoyer le brossage près de la grange et de réparer les clôtures après les cours et le travail. Cette ferme, autrefois un souvenir lointain, était devenue mon ancre. Ses routines une bombe pour le chaos que j'avais laissé. Plus tard, je me suis rendu à l'atelier où elle attendait. Il m'a tendu une prise et a hoché la tête vers une camionnette battue sur l'ascenseur. Nous avons travaillé côte à côte dans le silence, la graisse et la transpiration compagnent, brouillant les lignes entre le vétéran et le mécanicien. Il n'y avait pas de pitié ici, pas de questions sur mon passé ou les trahisons de ma famille, seulement l'objectif commun de restauration. Chaque tour du cliquet semblait être un choix à construire plutôt que de détruire pour se concentrer sur les progrès tangibles au lieu de l'épave émotionnelle que j'avais endurée. Ce soir-là, je me suis rendu au centre communautaire pour le groupe de soutien des vétérans. Au lieu de raconter des trahisons ou de plaider pour la sympathie, j'ai partagé mes victoires, mon nouveau calendrier au collège, les moteurs réparés de la boutique, la clôture restaurée à la ferme. D'autres ont hoché la tête en reconnaissance, après avoir connu des blessures et des triomphes similaires. Quand j'ai parlé de choisir la paix, j'ai senti que le groupe se penchait comme si ce concept pouvait remodeler ses propres charges. Dans ce cercle, ma paix est également devenue une possibilité pour les autres. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté sur une petite colline surplombant les champs. Twilight Sky profondément dans Indigo, les étoiles se détachent à la vie. Je suis sorti du camion et j'ai senti l'air croustillant sur mon visage, goûtant la liberté dans son froid. J'ai fermé les yeux et respiré, laissant l'énormité du moment me remplir. Plus défini par la trahison, plus attaché à la douleur que les autres ont infligée, je pouvais tracer mon propre cours, ancré par la vérité et guidé par une conviction tranquille. De retour à la ferme, Mère a attendu le porche avec une lanterne. Je lui ai tenu la main alors que nous regardions le ciel s'approfondir dans la nuit.